La censure au cinéma est un phénomène aussi vieux que le cinéma lui-même. Tous les États l'ont fait pour des raisons qui allaient des questions de bonnes mœurs à la censure politique. Mais la censure politique, c'est quand le message du film va à l'encontre de la politique de l'État. Il serait difficile d'imaginer un film interdit pour avoir été trop d'accord avec le gouvernement actuel. Imaginez Le Grand Dictateur de Charlie Chaplin, où l'acteur iconique joue le rôle d'un dictateur moustachu connu de tous. En 1940, au moment de la sortie du film, les États-Unis soutenaient déjà activement les forces alliées. Ça n'aurait aucun sens que ce film soit soudainement interdit aux États-Unis, alors que ce n'était même pas la première parodie hollywoodienne du peintre autrichien. Eh bien, une histoire complètement identique arrive outre-Pacifique, en URSS. Un film qui s'aligne parfaitement avec la ligne du parti, qui porte sur une figure majeure, le pionnier le plus important de l'Union soviétique. Réalisé par un réalisateur célébré dans le monde entier pour ses représentations glorieuses de la Révolution. Au point que même Joseph Goebbels, le chef de la propagande nazie, avouait que ces films étaient si bons qu'ils pouvaient rendre une personne non avertie bolchevique. Tout était en place pour que ce film non seulement existe, mais devienne un joyau de la filmographie soviétique. Et pourtant, ce film, porté par un réalisateur communiste au sujet d'un héros communiste, a été banni et mis à l'étagère par le pays qui bâtissait le communisme, où la pellicule prenait la poussière avant qu'une bombe de la Seconde Guerre mondiale ne vienne l'effacer complètement de l'histoire. Et on n'aurait jamais su pourquoi ce film, qui avait tout pour exister, a fini par être interdit. Mais 3 décennies plus tard, il a été retrouvé et aujourd'hui, nous allons pouvoir regarder ensemble ce qui avait offusqué les autorités soviétiques à ce point. Détruit, mais reconstruit par miracle, ceci est l'histoire du Pré de Béjine de Sergei Eisenstein. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler d'un sujet que je trouve important. Vous le savez déjà, la sécurité en ligne est un souci qui me préoccupe. Et on a l'habitude que les arnaques, au téléphone ou en ligne, ça n'arrive qu'aux mamies qui ne s'y connaissent pas en internet. Mais avec les IA, on reçoit des mails de plus en plus crédibles avec des liens qui semblent legit. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de vidéastes se font pirater leur compte YouTube. Vous en avez sans doute déjà vu au moins un qui se met soudainement à diffuser des lives sur la crypto-monnaie. Big up à l'ami Vadim. Donc si ça peut arriver à eux, ça peut arriver à tout le monde. Heureusement, notre partenaire d'aujourd'hui, France Vérif, vous protège d'une large gamme de menaces. Contrairement aux autres antivirus qui réagissent a posteriori, France Vérif va scanner le dark web 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de manière proactive, pour voir s'il y a des correspondances entre vos données, votre mot de passe, votre numéro de téléphone, et les données fuitées dans les bases de données de démarcheurs et autres acteurs malveillants. Il détecte les mails de phishing et les SMS frauduleux, et le gros avantage est que vous pouvez protéger jusqu'à 5 membres de votre famille. Donc si vous vous inquiétez pour votre mamie qui, comme la mienne, vous spamme de désinformations sur WhatsApp H24, c'est fait pour vous. Et en plus, France Vérif possède une application mobile qui vous permet de bloquer automatiquement les emails, SMS et appels frauduleux. Pour en profiter et rejoindre les 1,5 million d'utilisateurs, c'est très facile. Vous vous inscrivez en cliquant sur mon lien, vous réalisez un scan qui repère les problèmes existants, comme ici vous voyez que mon numéro de téléphone est déjà compromis, je reçois énormément d'appels spam, et vous activez la protection France Vérif qui va agir de manière proactive et éviter que vos données ne se répandent encore plus. Vous activez votre bouclier numérique et vous profitez. Et avec mon lien dans la description, vous bénéficierez de la réduction exceptionnelle de moins 60% que j'ai obtenue pour vous. Alors ne tardez pas et protégez vos données personnelles et celles de toute votre famille. Pour comprendre l'histoire du Pré de Béjine, il faut comprendre qui était Sergei Eisenstein. Si vous êtes un minimum cinéphile, vous avez déjà entendu son nom, ou si ce n'est pas le nom, les titres de films Le Cuirassé Potemkin et Octobre devraient vous dire quelque chose. Sergei Eisenstein était en effet l'une des figures majeures du cinéma du XXe siècle, qui a posé les fondements de la théorie du montage. Il invente ce qu'il appelle le montage d'attraction, un enchaînement de plans qui provoque une réponse émotionnelle forte. À l'époque où beaucoup de films étaient encore très statiques, avec des plans larges qui s'enchaînaient dans un ordre purement chronologique, c'était l'un des premiers à faire du montage associatif, en mettant ensemble des plans peut-être disjoints dans le temps et l'espace, mais qui provoquent des associations fortes chez le spectateur. Et ces émotions, il les mettait surtout au service de ses idéaux communistes. S'il y a bien une chose que l'on connaît d'Eisenstein, c'est que c'était un véritable chantre de la Révolution. C'est à elle qu'il attribuait lui-même son éveil artistique. La Révolution m'a donné ce qui m'est le plus cher dans la vie. C'est elle qui a fait de moi un artiste. Il déplorait également que ni sa mère ni son père ne soient d'origine ouvrière, et que bien que son grand-père était arrivé à Saint-Pétersbourg pieds nus, il a décidé de gagner sa vie par l'entrepreneuriat et non pas par le travail honnête. Et c'est au service des gens qui travaillent qu'il met donc ses talents de cinéaste.
Son premier film, La Grève, raconte une répression sanglante d'une grève d'ouvriers poussée à bout. Ce film est reconnu pour son montage original, mais ne fait pas l'unanimité à cause de la complexité de son langage cinématographique. Son deuxième film devait être consacré aux événements de l'année 1905, l'année de la première révolution russe. Mais à cause des délais courts, il choisit un événement qui lui paraît le plus marquant, la mutinerie des matelots dans le port d'Odessa et l'insurrection que celle-ci provoque dans la ville. Ainsi est né Le Cuirassé Potemkin, universellement considéré comme l'un des meilleurs films de tous les temps. Il contient tout ce qui fait la force d'Eisenstein. L'histoire n'a pas de vrais personnages, ni d'intrigue à proprement parler. C'est la foule qui devient le personnage principal, faisant écho à la théorie marxiste selon laquelle l'histoire n'est pas le résultat d'actions individuelles, mais de mouvements collectifs. Le film est une démonstration de sa théorie de montage émotionnellement troublant, avec notamment la fameuse scène où les soldats de la garde impériale abattent une femme sur les escaliers et la poussette avec le bébé se précipite vers le bas pendant que les manifestants se font massacrer tout autour. La chute finale du bébé n'est même pas montrée et n'est reflétée que par l'horreur dans le visage des témoins. Il n'est pas étonnant que Le Cuirassé Potemkin soit considéré comme le principal chef-d'œuvre de l'avant-garde cinématographique soviétique, et son impact a été reconnu dans le monde entier. Le réalisateur légendaire Louis Buñuel se rappelait qu'après être sorti du cinéma, il avait envie de monter des barricades dans la rue. Douglas Fairbanks, star du cinéma muet et fondateur de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, l'institution qui remet les Oscars, disait que Le Cuirassé Potemkin a été l'expérience la plus intense et la plus profonde de sa vie. Et même Charlie Chaplin le décrivait comme le meilleur film du monde. Porté par le succès du Cuirassé, Eisenstein consacre son film suivant, Octobre, aux événements de l'année 1917, qui ont conduit à la prise du palais d'hiver et au renversement du gouvernement provisoire par les bolcheviks. Dans ce film, Eisenstein pousse encore plus loin sa conception du cinéma. Sans personnages principaux ou de sujets dramaturgiques, un cinéma créé par le réalisateur derrière la table de montage, comme il le théorise dans ses écrits. Ce film devient d'ailleurs la première représentation de Lénine au cinéma, ici joué par un ouvrier d'une usine métallurgique. Mais le climat politique était en train de changer. Après la sortie d'Octobre en 1928, Eisenstein réalise son rêve d'aller à l'étranger. Avec son chef opérateur de toujours, Édouard Tissé, et son co-scénariste Grigori Alexandrov, il voyage partout en Europe et aux États-Unis. Partout où il va, il ne cesse de travailler. Aux États-Unis, il signe un contrat avec Paramount Pictures pour adapter le roman La tragédie américaine de Theodore Dreiser, grand roman américain qui traite de la lutte des classes et des limites du rêve américain. Mais le film ne sera jamais achevé. Le même sort attend son autre projet sur le continent américain, qui est Viva Mexico, connu comme le portrait ambitieux de l'histoire du Mexique. Eisenstein tourne 75 000 mètres de pellicule pour ce film, mais en 1932, il est forcé à abandonner le projet. Sa longue absence était déjà entourée de rumeurs parmi les fonctionnaires soviétiques. Et un télégramme officiel de Joseph Staline en personne met le point final sur sa carrière internationale. Il lui ordonne de retourner au pays. Le voyage du réalisateur aura duré 4 ans, et en 1932, il remet les pieds en URSS de manière définitive. Cette même année, dans un village perdu au fin fond de l'Oural, arrive un fait divers si majeur qu'il secoue le pays entier. Le village de Gerasimovka était un village tout à fait ordinaire dans l'ouest de la Sibérie. Personne n'aurait pu deviner que c'est ici qu'aurait lieu l'un des faits divers les plus résonnants de l'époque stalinienne, le meurtre du jeune pionnier Pavlik Morozov. Pavlik est né en 1918. Au début des années 30, alors qu'il est jeune adolescent, son village, comme beaucoup d'autres, subit ce qu'on appelle la dékoulakisation, une campagne contre les paysans considérés riches, qui possédaient des terres et du bétail, qui se traduisait par les confiscations de leurs terres et les expulsions vers d'autres territoires. Et il se trouve que Trofim Morozov, le père de Pavlik et de ses 4 frères, était le président du conseil rural, l'administration du village. Très rapidement après sa prise de poste, Trofim Morozov commence à abuser de ses pouvoirs à des fins corrompues, notamment à s'approprier les possessions confisquées des koulaks, mais aussi, pour un prix, à falsifier des documents des koulaks déportés à Gerasimovka pour qu'ils puissent se faire passer pour un habitant du village libre et quitter leur lieu d'exil. Selon la légende, Pavlik était un pionnier très fervent, et l'activité de son père le dégoûtait. En 1931, les activités de Trofim sont découvertes et il est arrêté. Pendant le procès, Pavlik est dit avoir pris la parole pour proclamer que c'était lui qui avait dénoncé son père.
Son discours a été rapporté sous 12 versions différentes, mais qui se rapprochent pour la plupart de celle-ci, provenant de l'ouvrier de l'Oural de 1932. C'est moi qui ai porté plainte contre mon père. En tant que pionnier, je refuse mon père. Ce qu'il faisait était une contre-révolution évidente. Mon père n'est pas un défenseur d'Octobre. Il a aidé le koulak Arseny Koulokhanov de toutes les manières possibles. C'est lui qui a aidé les koulaks à s'échapper. C'est lui qui a caché la propriété des koulaks pour qu'elle ne revienne pas aux kolkhoziens. Je demande que mon père soit soumis à des peines lourdes, afin que les autres ne se mettent pas dans l'habitude de défendre les koulaks. Pavel Morozov, un témoin pionnier de 12 ans, a terminé son témoignage. Non, ce n'était pas un témoignage. C'était un réquisitoire impitoyable du jeune défenseur du socialisme contre ceux qui se tenaient aux côtés des ennemis frénétiques de la révolution prolétarienne. Trofim Morozov est jugé coupable et condamné à 10 ans de prison en 1931. Mais la rancune contre Pavlik persistait de son côté paternel, surtout auprès de ses grands-parents. Le grand-père, Sergueï Morozov, n'a jamais aimé Pavlik et ses frères. Bien avant le procès de Trofim, Sergueï n'acceptait pas leur mère, venue dans notre village, et traitait les enfants de ses chiots. Quand Pavlik envoie Trofim au camp, c'est la dernière goutte d'eau. Le 2 septembre 1932, Pavlik, alors âgé de 14 ans, et son petit frère Fedor partent au marais chercher des érelles. Ce jour-là, leur mère était partie en ville vendre en veau, et donc les garçons décident de passer la nuit là-bas. Le 6 septembre, leurs corps sont retrouvés couverts de coups de couteau. Très rapidement, les investigateurs trouvent l'arme du crime et des vêtements ensanglantés chez les grands-parents. Selon la version des procureurs, le koulak Koulokhanov, mentionné dans le procès contre Trofim, a profité du départ des garçons pour soudoyer leur cousin de 19 ans, Danila, et le grand-père qui lui aussi, à l'image de son fils, menait des affaires secrètes avec les koulaks. Le cousin et le grand-père auraient donc tué les garçons et à leur retour, la grand-mère leur aurait aidé à laver les vêtements de sang sans y parvenir. Après un procès enflammé, le cousin Danila et le koulak Koulokhanov ont été fusillés, tandis que les grands-parents, âgés de 80 ans, sont morts en prison. Le meurtre de Pavlik Morozov a été extrêmement médiatisé. Et très rapidement, la figure du pionnier a été adoptée comme la victime sacrée de la propagande stalinienne. Dès 1933, son histoire est reprise dans la littérature où il était représenté comme un pionnier partisan dévoué au combat contre les koulaks au point de témoigner contre son propre père. Un exemple qui montrait que le social doit prévaloir sur le personnel. Dans les années 30, le garçon a fait l'objet d'un véritable culte. Le premier musée de Pavlik Morozov a ouvert ses portes en 1939. De nombreuses statues à son effigie ont été érigées partout dans l'Union, et des dizaines de villes ont nommé des parcs et des rues d'après lui. Certaines portent ce nom à ce jour. Son histoire a été racontée dans de nombreux livres. Des tableaux dépeignaient les moments les plus marquants. Une chanson lui a même été consacrée par nul autre que l'auteur des paroles de l'hymne soviétique et russe, Sergueï Mikhalkov. Bien plus tard, en 1954, sort le livre d'honneur de l'organisation pionnière, qui répertoriait les pionniers héros, enfants qui ont fait preuve d'exploits remarquables pour le pays, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce livre, le pionnier héros listé sous le numéro 1 était Pavlik Morozov. L'histoire du pionnier numéro 1 a fait l'objet d'adaptations sous toutes les formes, mais il manquait le cinéma. Et l'histoire du sacrifice d'un jeune idéaliste pour la cause et de la rétribution violente de sa famille attachée au vieux régime était tout à fait au goût de Sergueï Eisenstein. Il écrit le film avec le scénariste Alexandre Rjeshevski, lui aussi un grand fan de la collectivisation. Le titre du film, Le Pré de Béjine, vient d'une nouvelle éponyme du grand auteur russe du 19e siècle, Ivan Tourgueniev, où le narrateur, un chasseur, discute avec des enfants paysans autour d'un feu de camp. L'histoire du jeune Stepok, nom qui a été donné à Pavlik dans le film, se déroule donc dans cette région bucolique, bien que le motif de la trahison et du meurtre reste inchangé. Le tournage débute en mai 1935. Mais avant même qu'il soit terminé, le film commence à faire parler de lui. En août 1936, en plein tournage, le dirigeant de la direction générale du cinéma, Boris Choumiatsky, exige un visionnage qui est organisé en l'absence d'Eisenstein, malade pendant ce temps, ce qui était inhabituel. Le Pré de Béjine a été le seul film des années 30 qui a été visionné par les autorités du cinéma soviétique avant qu'il ne soit terminé.
Suite à ce visionnage, Choumiatsky ordonne l'arrêt du tournage et une réécriture complète du scénario. Eisenstein recommence le travail, cette fois-ci aidé par un nouveau scénariste, l'auteur Isaac Babel, et le nouveau tournage débute. Mais cette version fait elle aussi l'objet d'un rejet complet et le tournage est arrêté en 1937 alors qu'il manquait seulement 11 jours de travail. Le projet est interdit définitivement et Eisenstein se voit obligé de publier un article intitulé « Les erreurs du pré de Beijing » dans le magazine Art soviétique. Les historiens du cinéma ont plus tard décrit cet article comme Eisenstein qui s'excuse d'être Eisenstein. La seule copie du film existante est mise à l'étagère dans les studios de Mosfilm. Là-bas, elle prend la poussière pendant quelques années et elle aurait pu y rester jusqu'à la chute de l'URSS, si ce n'était la guerre. En 1941, la pellicule est détruite dans l'un des bombardements de Moscou, et le film, tant controversé, est à jamais perdu. C'est ce qu'on pensait pendant presque 30 ans. Mais il se trouve qu'Eisenstein était un peu plus prévoyant que ça. À l'interdiction du film, il a demandé à sa monteuse, Esfir Tobak, de découper un plan de chaque séquence, et ces images ont été préservées durant tout ce temps. En 1967, l'historien du cinéma Naum Kleiman et le réalisateur Sergei Yudkevich, dont nous avons déjà parlé sur la chaîne, reconstituent le pré de Beijing sous la forme de ce qu'ils appellent un photofilm, un séquencier muet d'une demi-heure. Et c'est là qu'on peut commencer à comprendre pourquoi il avait à ce point heurté les sensibilités du régime. Le film, dans la version qui nous est parvenue, peut être résumé ainsi. L'histoire débute avec des scènes de Stepok qui, à l'aide d'un kolkhozien, transporte le corps de sa mère, battue à mort par son père. « Pourquoi il la battait toute sa vie ?» demande le kolkhozien. « Parce qu'elle me comprenait », répond le garçon. Le père de Stepok n'a pas rejoint le kolkhoz. Ce matin-là, il était en train de s'enivrer chez lui. Il se lamente à ses amis que son propre fils l'a trahi. Il l'a livré. Un soir, il aurait fait semblant de dormir et aurait tout écouté de leur plan néfaste. Stepok revient et tout le monde le regarde de travers. Le père retient Stepok et lui cite la Bible. Si ton fils te trahit, tue-le comme un chien. Avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, la présidente du kolkhoz arrive et les confronte sur le fait qu'il voulait brûler le blé du kolkhoz. Le père essaie de dire qu'il n'avait rien à voir avec ça. Elle part et peu après, les koulaks mettent feu à la réserve de carburant pour les tracteurs. Et le village entier vient en aide pour l'éteindre. Stepok, enfant héroïque qu'il est, monte sur le toit du bâtiment en feu pour libérer les pigeons qui y étaient enfermés. Les koulaks trouvent refuge dans l'église, mais les villageois les prennent par embuscade sous le regard perçant des icônes. La foule veut exécuter les criminels, mais Stepok les arrête en disant que ce sont les derniers exemplaires de l'ancien régime, que leur place pourrait être au musée, ce qui fait rire les paysans et les koulaks sont escortés aux autorités. Le village décide de transformer l'église en un club et il la vide joyeusement de tous les attributs religieux. La nuit, les garçons partent garder les chevaux au pré. C'est ici qu'on trouve l'imagerie du pré de Beijing littéraire avec les enfants assis autour du feu. Quand soudainement, tel un diable des bois, surgit le père de Stepok. Les koulaks ont tué les gardiens et se sont cachés dans la forêt. Stepok, posé en hauteur comme une statue, est abattu par l'un des koulaks et dans une scène qui est à mi-chemin entre la réalité et une vision, son père le tient dans ses bras en lui récitant de nouveau le passage de la Bible. Les villageois armés tuent les koulaks et le film se termine sur un requiem pour Stepok et une procession du village entier. On voit tout de suite que le film est beaucoup plus poétique et spirituel qu'Octobre et le cuirassé Potemkin. Le mythe de Pavlik Morozov contient inévitablement en lui la question du personnel et du public, la famille et l'État. Et la leçon morale voudrait dire que le public l'emporte. Eisenstein était un réalisateur extrêmement érudit, ouvert à la culture passée et présente du monde entier. Il comprenait que la Russie faisait un bond rapide d'une Russie enracinée dans les profondeurs du système ancestral vers un avenir collectif et communiste qu'on nous vendait comme heureux et éclairé. Ce bond était violent. Et l'abondance d'imagerie religieuse dans le film, ou même dans une scène de la destruction de l'église, les paysans se voient dotés de nimbes, tels des saints, amène une association très forte avec le mythe d'Abraham et Isaac, où un père sacrifie son fils pour prouver sa foi. Dans la Bible, cependant, il est arrêté par Dieu, alors qu'ici, le sacrifice d'un enfant pour la cause a bien lieu. Et la manière dont c'est présenté est sombre, tragique, loin du montage nerveux des mutineries d'Odessa. Au lieu de l'héroïsme assumé, Stepok lui-même est une figure presque sainte, toujours d'un blanc aveuglant, contrasté avec le sombre habitat de son père et les robes noires des vieilles qui regardent avec haine la destruction de l'église.
Les fonctionnaires de la direction du cinéma de l'époque ont vite compris que ce film n'était pas du tout le bon mythe. Des accusations de mysticisme, de forme biblique, de fatalisme et de sainteté ont été citées pour décrire le pré de Beijing. Les autorités ont à juste titre senti que l'auteur confondait la lutte des classes avec le combat entre le bien et le mal, en plus des accusations déjà devenues habituelles de formalisme, attachement excessif à la forme, et un montage trop intellectuel, complexe, un exercice artistique sans véritable sens. Le film a été prononcé inartistique et politiquement erroné. L'intransigeance avec laquelle le pré de Beijing a été censuré aurait pu marquer la fin de la carrière d'Eisenstein, comme il a été le cas de beaucoup d'autres artistes soviétiques pour des faux pas moins importants. Le style cinématographique pour lequel Eisenstein est devenu connu et célébré dans le monde entier n'était plus le bienvenu en URSS. L'avant-garde n'était plus tolérée. Malgré tout, il est décidé de lui accorder une nouvelle chance, et il est autorisé à tourner son prochain film. C'est l'époque de la lutte contre le cosmopolitisme, dont je parle dans ma vidéo sur les adaptations soviétiques. Une période où il est décidé de miser sur la grandeur historique du peuple soviétique et russe, et son opposition aux forces extérieures. Et avec la menace croissante de l'Allemagne nazie, le choix du sujet tombe sur une figure historique symbolique, Alexandre Nevsky, prince du XIIIe siècle qui a combattu des envahisseurs suédois et allemands dans des batailles épiques. Le film a été un incroyable succès. Alexandre Nevsky est rapidement devenu un nouveau héros national. Et aujourd'hui, sa bataille la plus connue, la bataille du lac Peipus, est associée à la scène qui semble avoir été inventée par Eisenstein, où les chevaliers allemands tombent dans le lac gelé sous le poids de leur armure. C'est une anecdote que beaucoup pensent historique tellement elle est ancrée dans les esprits. En 1942, l'URSS crée l'ordre d'Alexandre Nevsky. Et étant donné qu'aucun portrait du prince de son vivant ne nous est parvenu, la médaille représente l'acteur qui a interprété le personnage dans le film d'Eisenstein. Le réalisateur a donc dérogé à certains de ses principes révolutionnaires. Cette fois, il a bien un personnage principal et l'intrigue tourne autour d'un individu distinct. Mais cette malléabilité lui a permis d'évoluer et de rester à flot. Malgré l'échec du pré de Beijing, il a su se réinventer, retravailler son style et percer vers le sommet une nouvelle fois, où il était de nouveau dans les bonnes grâces de l'État. Pour le moment. Son détracteur, Boris Choumiatsky, qui a mis fin au pré de Beijing et milité pour qu'Eisenstein soit complètement interdit du cinéma, a quant à lui été accusé d'activités contre-révolutionnaires et fusillé en 1938. Dans les années 80, l'histoire de Pavlik a commencé à être revisitée de manière beaucoup plus critique. Beaucoup d'éléments clés de l'histoire ne semblent pas se confirmer par les faits. Rien ne prouve vraiment que Pavlik a été la personne qui a porté plainte contre le père. Celui-ci a sans doute été découvert lorsque des koulaks avec ses faux certificats ont été arrêtés et ont tout confessé. Il est possible que son discours au tribunal n'ait jamais eu lieu, et qu'il avait simplement été interrogé comme témoin avant le procès. Plus important encore est que le pionnier numéro 1 n'était sans doute même pas un pionnier. Un village aussi perdu que Gerasimovka n'avait sans doute pas encore d'organisation pionnière à l'époque. La maîtresse de Pavlik a plus tard dit la chose suivante. Aujourd'hui, certains croient que Pavlik était un garçon bourré de slogans dans un uniforme propre de pionnier. Mais à cause de notre pauvreté, il n'a même jamais vu cet uniforme. Le portrait de Pavlik qu'on voit partout est basé sur la seule photo existante de lui. Quant à sa mort, il aurait en effet pu être tué par son grand-père, mais peut-être pas par vengeance. Le grand-père voulait peut-être récupérer la terre dont Pavlik hériterait au départ de son père. Pavlik, quant à lui, aurait pu en effet témoigner contre son père, mais pas nécessairement par ardeur communiste. Le père les battait et les avait abandonnés pour une femme plus jeune. Mais en dehors de l'exploit personnel, le meurtre de Pavlik Morozov a surtout été médiatisé comme un acte de terreur koulak. Et sa résonance a provoqué des répressions anti-koulak dans toute l'Union. À l'époque, le peu d'opposition à Staline qui existait lui reprochait que la collectivisation ne progressait pas assez vite. Au village de Gerasimovka lui-même, pas une seule ferme n'avait rejoint le kolkhoz avant le meurtre. Les villageois sabotaient la collectivisation jusqu'au dernier moment, au point où dans la région, seuls 6% du bétail appartenait à l'État l'année du meurtre. La mort de Pavlik a servi d'une grande poussée vers la collectivisation et suite aux événements tragiques, Gerasimovka voit enfin apparaître son premier kolkhoz. Ce contexte a poussé l'écrivain Yuri Druzhnikov à développer sa version moderne, selon laquelle les garçons ont été tués par le GPU, les services secrets soviétiques de l'époque, pour provoquer une terreur anti-koulak.
Cependant, il serait tentant mais erroné d'en conclure que la propagande soviétique mettait en valeur une histoire de trahison du père par le fils. Une lecture de cet incident très attirante pour ceux qui voient le peuple soviétique et russe comme un peuple de dénonciateurs où chaque voisin cherchait l'opportunité de vous mettre au goulag. La trahison du père par le fils, qui scandalisait naturellement les gens ordinaires, était généralement peu mise en valeur. Et l'accent se mettait surtout sur l'innocence de Pavlik, sa bonté du point de vue communiste, comparable figure des saints adolescents adorés en Russie. Dans cette lecture, la version d'Eisenstein n'était peut-être pas si politiquement erronée que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez envie de voir ce qui reste du pré de Beijing par vous-même, je vous mets le lien en description avec les sous-titres français. Gardez en tête quand même qu'il s'agit d'un enchaînement de plans statiques et non d'un film à proprement parler. Merci encore à France Vérif d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et profitez d'une remise de 60% pour protéger vos données en ligne. Et moi, je vous retrouve avec encore plus de curiosité de l'histoire russo-soviétique.